Nanténin, peut-être d'abord une première question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours de vie et nous expliquer comment vous êtes devenue une athlète paralympique? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle présentation. Alors moi, mon parcours de vie, il est le parcours d'une vie d'une enfant née en Afrique, albinos et déficiente visuelle. Donc l'albinisme, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une maladie, une malformation génétique, une anomalie génétique qui engendre des soucis de production de mélanine. Et la mélanine a un impact important sur la vision. Et ce qui fait que quand on a un défaut de production de mélanine, on a une déficience visuelle qui est plus ou moins importante en fonction de notre albinisme. Donc moi, je suis née au Mali. Je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans parce qu'en Afrique, les albinos sont traqués, mutilés pour des rites religieux. On se dit qu'une personne qui devait être noire et qui est née blanche, c'est forcément qu'il y a un truc, il y a un souci mystique. Et donc, du coup, derrière, on les traque pour en faire des rites religieux. Donc moi, je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. J'ai découvert par hasard que j'étais déficiente visuelle et albinos et que mon albinisme était quelque chose de problématique pour la société, que ma différence de peau était quelque chose de problématique parce que les enfants avaient peur de moi et quand je m'approchais d'eux, soit se moquaient ou soit fuyaient ou riaient. Et donc, quand j'ai appris que j'étais déficiente visuelle et albino, ça a été un choc pour moi, très sincèrement, parce que je suis née en 84. Et à ce moment-là, quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, vu que la société me dit que je suis différente et que je vois comment la différence est acceptée, si je suis différente, c'est que je ne suis pas normale. Et si je ne suis pas normale, c'est que ma vie ne va pas être belle. Donc ça, je l'apprends quand j'ai 5 ans. Et en fait, j'ai eu la chance de découvrir le sport. Le sport qui a été pour moi un moyen vraiment de mettre du positif sur mon handicap. Parce que souvent, quand on parle de handicap, on a la notion de quelque chose en moins, quelque chose de différent, mais qui ne nous permet pas de faire certaines choses. Et là, le sport m'a montré que je pouvais faire plein de choses différemment, mieux que les autres. Et ça, c'était pas plus mal pour mon estime de moi. Voilà, tout à l'heure, on en parlait. Mais voilà, ça a vraiment été d'abord le parcours d'une enfant qui apprend qu'elle n'est pas comme les autres et qui, parce qu'elle n'est pas comme les autres, fera de très belles choses. Et après, j'ai dû m'entraîner, parce que là, je vous dis tout ça, mais j'ai dû m'entraîner très, très dur pendant de nombreuses années pour justement atteindre le palmarès que j'ai aujourd'hui. Alors on va le détailler dans quelques instants. Petite particularité qui n'a pas été citée tout à l'heure, mais vous êtes aussi la fille du chanteur malien Salif Keïta, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Comment votre père a-t-il pu aussi influencer d'une certaine manière votre parcours et peut-être la détermination qu'il y a eu ensuite? Alors, mon père, il a influencé parce que lui aussi est albinos et que c'est pour ça que pour moi, l'albinisme, c'était pas un souci parce que je voyais mon père qui était albinos et qui s'en sortait très bien, qui était heureux dans sa vie. Je voyais ma mère qui était noire et mon grand frère qui était noir, mais pas tout à fait comme ma mère. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'était pas du tout un souci, l'albinisme. Et c'est vrai que quand mon père m'a expliqué ce que c'était que l'albinisme, la déficience visuelle, eh bien, j'avais un modèle qui pouvait répondre à mes questions quand j'en avais, et puis surtout un modèle qui me montrait que grâce à cette déficience visuelle et cet albinisme, je pouvais faire de très belles choses. Mais mon père m'a aussi dit que avec cette différence-là et cette déficience-là, les choses seraient beaucoup plus dures. Et ça a été vrai. Mais au moins, j'étais préparée à avoir une vie où il fallait tenir bon, ne rien lâcher, et puis surtout apprendre à faire les choses différemment. Et c'est pas parce qu'on fait les choses différemment qu'on les fait moins bien. Et ça, c'est mon père qui me l'a appris. Et dans le monde du travail, c'est la même chose. Hein. Je vous le dis juste au passage. Alors, je pense qu'il y aura pas mal de parallèles entre le sport et le travail tout au long de cette conférence. Peut-être justement parler des plus grands défis que vous avez surmontés dans cette carrière sportive. Alors, il y a eu beaucoup de succès, notamment une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Rio. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tous les défis qu'il a fallu surmonter pour arriver jusqu'à cet or olympique? Déjà, le premier défi, ça a été de me faire confiance et de me sentir capable d'affronter et d'atteindre le très haut niveau. Parce que j'étais en France. En France, on n'était pas nombreuses et je gagnais assez facilement, et où je finissais en tout cas sur le podium. Et quand je suis arrivée sur mes premières compétitions internationales, j'ai fini 5e.
quand on finit 5e alors qu'on croit qu'on est la reine du 100 mètres, eh bien, derrière, il faut faire un travail mental pour se dire, bon, bah, finalement, est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Donc, il y a eu ce premier défi-là. Et puis après, il y a eu aussi le défi de, il faut aller à l'entraînement, il faut trouver un entraîneur, il faut élargir sa zone de confort, il faut finalement apprendre à mieux se connaître pour être plus performante à chaque sortie, à chaque compétition. Et puis, à un moment donné, il y a aussi eu le défi de convaincre les autres. Convaincre les autres qu'avec mon handicap, eh bien, je pouvais intégrer un groupe de personnes qui n'avaient pas de handicap, que dans ce groupe, je pouvais avoir ma place, que je pouvais être l'élément, le maillon, on va dire, je n'ai pas envie de dire indispensable, mais presque quand même, parce que dans le relais, si j'étais pas là, on ne gagnait pas grand-chose, en toute modestie. Mais en tout cas, voilà, convaincre vraiment que c'est pas parce que je suis déficiente visuelle, c'est pas parce que le témoin, on me le donne pas exactement de la même manière, que je n'ai pas ma place au sein de cette équipe, au sein du club, et que je n'apporte pas en fait au club. Donc ça a été un gros défi, un défi pour moi. Parce que c'est pas toujours évident de toujours devoir se justifier de qui on est, de pourquoi on est là. Et puis aussi un défi parce que il faut aller convaincre les autres et que quand on est en situation de handicap, on fait face à pas mal de préjugés et notamment le préjugé qui dit que y a moins de compétences. Voilà. Les Jeux paralympiques, c'est un peu la consécration pour le sport paralympique. C'est un rendez-vous tous les 4 ans qu'il faut tenir. Le reste du temps, c'est un petit peu moins exposé, j'imagine, médiatisé. Mais là, c'est la vitrine réelle du sport paralympique. Oui, c'est vrai que les Jeux olympiques et les Jeux de manière générale, c'est vraiment la plus grande compétition du sport amateur. C'est vrai que tout sportif et tout sportive rêve un jour de faire les Jeux et rêve encore plus de gagner les Jeux. Et c'est vrai que pour le paralympique, les Jeux, c'est vraiment le moment où il y a tous les objectifs qui sont braqués sur nous. Ça commence un petit peu à changer. Parce que en athlétisme, vu que c'est le meilleur sport, tout le monde le sait, en athlétisme paralympique, certains journaux et certaines télés commencent à diffuser aussi les championnats du monde. Mais c'est vrai que le temps phare, c'est vraiment les Jeux paralympiques. Et on l'a vu cette année, on l'a vu aussi à Tokyo. Ça a commencé en France depuis Londres, avec les Jeux de Londres, les Jeux d'été de Londres, où plus les années passent, plus l'exposition médiatique est de plus en plus importante. Et là, c'est vrai qu'à Paris, comme c'était à la maison, on n'avait pas le choix. En fait. Alors, cette année, vous avez été mise en lumière, alors à la fois pour l'arrivée de la flamme à Marseille, vous avez aussi été porte-drapeau de la délégation. Comment vous gérez cette pression-là supplémentaire qui vient s'ajouter finalement à vous, votre rendez-vous sportif, qui est finalement le plus important, j'imagine? Alors, pour moi, je ne l'ai pas vu comme une pression. Je l'ai plus vu comme le moyen de vraiment faire passer les messages qui sont importants pour nous, sportifs et sportives en situation de handicap, sportifs et sportifs paralympiques, on a notre place, on est aussi performant, les choses sont possibles. C'était aussi le moyen de montrer à toutes les personnes en situation de handicap que potentiellement il y avait un sport pour elles, que la réussite était possible d'une manière ou d'une autre, et puis montrer aussi à la population de manière générale que handicap et performance, ça pouvait aller ensemble, que handicap et beauté, ça pouvait aller ensemble, que handicap et bonheur, ça pouvait aller ensemble. Et donc moi, je ne l'ai pas vu comme une pression, je l'ai plus vu comme un moyen de faire passer nos messages. Est-ce que c'était un peu un rôle d'ambassadrice presque? Comme vous voulez. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que pendant justement cette année de mise en lumière sur le sol français, tous les athlètes paralympiques sont devenus finalement des ambassadeurs du sport et du handicap? En fait, on l'est depuis longtemps. C'est juste que là, on nous a donné le micro et on a mis la caméra sur nous. Donc, on ne l'a pas lâché. Mais on l'est depuis longtemps. Moi, depuis que j'ai commencé l'athlétisme, mais en tout cas, depuis le moment où je me sens aussi en capacité de prendre la parole sur certains sujets, oui, on est ambassadeur. Quand on va dans les écoles et qu'on parle de notre parcours, ou quand on va dans les entreprises et qu'on parle de notre parcours, oui, on est d'une manière ou d'une autre ambassadeur. Après, il y en a qui n'ont pas envie de l'être et il faut aussi respecter ça, quoi. Alors justement, quel message vous pourriez passer aujourd'hui à des personnes en situation de handicap qui veulent se lancer dans le sport, et peut-être même le sport plus professionnel dans un second temps? Je leur dirais qu'il faut essayer. Mais ça, je le dis à tout le monde, hein. Que ce soit dans le sport, dans le milieu professionnel, peu importe. Il faut essayer. Il faut investiguer aussi parce que, en fonction du handicap, il y a peut-être des sports qui sont plus ou moins adaptés. Il faut essayer, il faut se planter.
ça c'est normal. Et il faut comprendre pourquoi on n'a pas réussi, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis réajuster s'il y a besoin de réajuster. Donc ça, c'est pour les personnes en situation de handicap, mais en face, il y a aussi du taf, enfin quelque chose à faire en face. Hein. Parce que souvent, on dit qu'est-ce que la personne en situation de handicap peut faire, mais en fait, c'est un écosystème. Donc si la personne en situation de handicap veut pratiquer, il faut qu'en face, il y ait les clubs qui soient en capacité de les accueillir et qui n'aient pas de préjugés, qui soient formés pour. Et donc voilà. Donc dans les deux cas, il faut oser. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, justement? Est-ce que les clubs sont prêts en France? Est-ce qu'on est suffisamment équipés, formés pour accompagner les personnes en situation de handicap à la pratique sportive? Alors ça commence parce que y a le comité paralympique français qui a mis en place un dispositif qui s'appelle les clubs inclusifs, qui justement accompagne les clubs qui le souhaiteraient à accueillir des personnes en situation de handicap dans leur club. Donc voilà. Je vais vous poser une question sur les résultats de vos Jeux de Paris. Alors, c'était pas à la hauteur peut-être de vos espérances. Jusqu'ici, je vous aimais bien. Oui, mais je suis là aussi pour poser les petites questions. Vous êtes arrivé donc 6e sur ces Jeux de Paris, avec peut-être un objectif initial de médaille d'or. Vous disiez que vous ne courez pas pour être 5e, mais pour être premier. Comment on vit ça concrètement, et comment surtout on arrive quand même à tirer du positif d'une expérience sportive, je parle, comme celle-ci? Alors, je visais pas la médaille d'or. Je visais le meilleur résultat possible. Parce que, et quand on vise le meilleur résultat possible, après il se passe ce qui se passe, mais l'idée c'était vraiment de donner le meilleur de moi-même. Et ce qui m'a vraiment déçue sur cette course, c'est que j'ai pas été actrice de ma course. J'étais là en me disant, alors déjà j'étais énervée comme pas possible parce que j'estimais que le couloir que j'avais n'était pas le couloir que je devais avoir. Donc en fait, je suis restée bloquée là-dessus en se disant c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et finalement, ça m'a complètement sortie de ma course. Et c'est plus ça qui m'a déçue. C'est pas tant le fait d'avoir été 6e. Parce que si je suis 6e et que j'ai donné le meilleur de moi-même et que j'ai fait le meilleur résultat, ok, c'est ma place le jour J, c'est ma place le jour J. Mais le fait de savoir que je suis arrivée, j'étais pas fatiguée, que pendant la course, je me disais mais avance en fait. Ça, c'était beaucoup plus frustrant pour moi. Et puis après, comment on tire du positif, moi, j'avais un double objectif sur les Jeux. J'avais un objectif sur la piste, qui était d'avoir le meilleur résultat possible sur ma finale. Et puis, j'avais un objectif aussi en dehors de la piste, parce que déjà, j'étais porte-drapeau. Et quand on est porte-drapeau, on est aussi capitaine d'une équipe. Et c'était d'accompagner cette équipe de France pour atteindre le meilleur résultat possible. Et que surtout, chaque membre de cette équipe de France soit fier d'avoir vécu cette aventure et fier de faire partie de cette équipe. J'avais vraiment cette envie-là. Et puis j'avais aussi un objectif qui était de faire rayonner le paralympique en France et à l'international. Donc je pense que sur les deux aspects en dehors de la piste, j'ai quand même atteint ce que je voulais. Donc voilà. Et puis en plus de ça, le fait d'avoir un peu foiré mes jeux, fait que je repars pour 2025. 2028, on verra plus tard. Mais en tout cas, déjà, je repars pour une nouvelle saison de 2025. Et je pense que j'aurais quand même préféré réussir Paris, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, ça me permet de revivre une aventure avec les collègues de l'équipe. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Sur le plan humain, vous tirez quel bilan de ces Jeux? Ultra positif. Franchement, ultra positif parce que tout le monde a répondu présent. Que ce soit les médias, que ce soit le public, que ce soit les sportifs. Moi, j'ai discuté avec énormément... Depuis le temps que je suis dans le Paralympique, je connais pas mal de sportifs étrangers. Et j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux qui étaient ultra satisfaits des Jeux de Paris et qui attendaient beaucoup. Parce que on a quand même pas mal communiqué sur on va faire un truc assez exceptionnel. Et on a fait un truc exceptionnel. Donc voilà, l'aventure humaine a vraiment été à la hauteur, voire plus que ce qu'on espérait, et on le sait parce que tout le monde a eu un coup de mou après les Jeux. Moi, toutes les personnes que je croise qui ont vécu les Jeux d'une manière ou d'une autre me disent mais à la cérémonie de clôture, tout le monde était triste en fait. Donc je pense qu'on a vraiment réussi ce pari-là. Et puis je pense aussi qu'on a montré de belles valeurs du sport, de belles valeurs autour du handicap, et on espère, la suite, c'est qu'on espère vraiment que ce qu'on a ressenti, ce que chacun a ressenti sur les Jeux paralympiques cet été va avoir une répercussion sur la société de manière générale. Quand je dis que ce que chacun a ressenti, c'est surtout... Moi, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui me disaient je venais voir les Jeux paralympiques avec un peu d'appréhension, sans trop savoir à quoi m'attendre.
à avoir aussi des craintes par rapport au handicap. Et finalement, je repars de là en me disant, bah, en fait, c'est juste des sportifs. Et je me dis que c'est aussi ce qu'on cherche dans notre société, c'est qu'à un moment donné, il ne s'agit pas d'invisibiliser ou de dire que ça n'existe pas, c'est pas ça. C'est de dire ça existe et c'est OK. Et ça, en fait, le sport l'a montré. Le sport existe, le sport paralympique existe et c'est génial. C'est OK, il y a de la performance. Et si on arrive à transposer ça dans notre société, bah, en fait, on aura tout gagné, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effort aussi Vous me dites si c'est clair, hein, parce que... Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effort aussi cette année de la part des médias sur le traitement des Jeux paralympiques de peut-être plus vous placer comme athlète plutôt qu'en personne en situation de handicap, ce qui était peut-être le cas sur les éditions précédentes des Jeux? En fait, je crois qu'ils n'ont pas trop eu le choix. Non, il y a eu un gros travail de fait par le comité d'organisation. Et pour ça, on peut vraiment remercier Tony et ses équipes et Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF, du comité paralympique français, pardon. Parce qu'il y a un gros travail qui a été fait autour de la sensibilisation, autour de la formation des journalistes, des médias, et aussi autour de, finalement, c'est quoi un athlète paralympique ? Ça veut dire quoi être un athlète ou une athlète paralympique? Pour que chaque média se rende compte de la performance. Il y a eu des mises en situation aussi, parce que quand on se met en situation, on se rend compte de l'effort qui est fait ou de l'effort qu'il faut faire pour atteindre cette performance-là. Donc tout ça fait que les médias ont aussi pris part à l'aventure. Et puis finalement, c'était les Jeux à la maison. C'était vraiment un rendez-vous à pas rater. Et je pense que voilà, ils le savaient aussi en amont. Et voilà. On les remercie pour ça parce que on les a un peu forcés. Mais au final, ils étaient quand même contents. Et je pense qu'il y a vraiment un avant et un après Jeux paralympiques de Paris en termes médiatiques pour le paralympique. Et le public a répondu présent. Alors c'était une crainte aussi en amont. La billetterie, c'était un peu un point d'interrogation. Et finalement, le public a répondu bien présent. C'était une crainte. Après, on sait aussi comment ça fonctionne. On sait que sur les Jeux paralympiques, la billetterie au début met un peu de temps à se lancer. Mais que dès que la cérémonie des Olympiques passe, qu'il y a les premières épreuves olympiques et que les Français commencent à ramener des médailles, on sait que derrière, la billetterie paralympique explose. Et c'est exactement ce qui s'est passé là sur les Jeux, avec peut-être encore plus d'engouement que ce qu'on pensait. Parce que moi, sur ma finale, le 7 septembre, le stade était archi méga plein. Il n'y avait plus une place du tout. Et je sais que certaines personnes se sont dit, bon, j'achèterai des places plus tard. Et finalement, n'ont pas pu acheter de place. Bon, dommage, je n'ai pas ramené de médaille, mais le stade était plein à craquer. Et oui, et dans tous les sports, on a répondu, les Français ont répondu présent. Et sur des sports où, par exemple, la boccia, on s'y attendait pas du tout, mais c'était plein. On a ramené une médaille d'or, ce qui n'était pas non plus prévu. Le cécifoot, je pense que tout le monde se rappelle du cécifoot, de cette ola silencieuse. Quand on voit Alexis Anquincan, le triathlète qui arrive et qui gagne son triathlon. Enfin, je pense, j'en parle, j'ai des frissons. Mais oui, je pense que les Français ont répondu présent, mais parce que les athlètes, on leur a aussi donné énormément et on leur a montré que, en fait, on savait faire le spectacle, quoi, aussi bien que les Olympiques. Je reviens sur votre carrière personnelle. Là, vous vous engagez pour 2025, vous venez de nous le dire. Il y a quand même 2028 qui n'est pas si loin. C'est quoi? C'est une forme d'abnégation de se dire, allez, je vais retenter une fois d'aller chercher une médaille supplémentaire. C'est de la résilience d'une certaine manière. C'est surtout que je n'ai pas envie de terminer ma carrière sur de la déception et sur de la frustration. Que je prends encore du plaisir à m'entraîner. Que l'aventure humaine avec mes coachs, avec mes partenaires d'entraînement, elle est quand même assez importante. Et que j'ai la chance aussi d'avoir un employeur, Malakoff Humanis, du coup. Je peux le citer parce qu'il est en grand là. Voilà. Malakoff Humanis qui m'accompagne aussi dans ce double projet et qui me libère le temps nécessaire pour ma pratique sportive. Donc en fait, tout est réuni pour que je tente encore, avec des objectifs différents parce que la concurrence est rude et que il faut aussi avoir cette lucidité-là de se dire qu'est-ce que je vais chercher finalement. Et moi, ce que je vais chercher, encore une fois, c'est le meilleur résultat possible. C'est aussi, à travers mon expérience et cette année, accompagner aussi peut-être les plus jeunes qui pourraient avoir des questions sur c'est quoi le haut niveau, comment on gère la pression. Donc voilà pourquoi je continue maintenant.
peut-être parler de votre quotidien. Une campagne olympique, paralympique, ça se prépare, c'est 4 ans de travail, mais comment ça s'aménage le temps pour vous? Alors, vous le disiez, vous travaillez chez Malakoff Humanis, vous êtes très exactement chargé de qualité de vie au travail au service QVT, diversité et handicap à la direction des ressources humaines. Je pense que j'ai le bon intitulé. C'est à peu près ça. Voilà. Et concrètement, vous dites que votre employeur est facilitant, mais vos journées, à quoi ressemblent-elles? Ça dépend de la période de l'année. Mais en gros, on va dire que c'est entre 20 et 100% de travail. Et à côté de ça, je m'entraîne soit 2 fois par jour, soit 1 fois par jour, soit 3 fois par jour. Sauf il n'y a que le dimanche où on sait ce qui se passe, je dors. Voilà. Parce qu'il faut récupérer. Parce qu'il faut récupérer, ouais. Et ce rythme-là, finalement, je pense que plein de gens se posent la question, mais combien de temps on peut le tenir raisonnablement? En gros, jusqu'à quel âge on peut être athlète? Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai 40 ans. Souvent, les gens vont dire 40 ans, en tant qu'athlète de haut niveau, c'est vieux. En fait, ça dépend de son histoire. Ça dépend de d'où on vient, ça dépend l'âge à laquelle on a commencé. Ça dépend aussi de si on a eu énormément de blessures ou pas, si on a encore envie. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Donc vous êtes encore là pour 5, 10, 15, 20 ans? Peut-être pas abuser, mais alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai le nécessaire pour être à Los Angeles, mais pas en tant qu'athlète. J'aimerais bien être soit en zone mixte, comme Nelson Montfort, soit en tant que consultante sur un plateau, ou soit au sein d'une équipe pour accompagner les athlètes. Pour revivre encore la ferveur aussi des Jeux. Pour revivre la ferveur des Jeux et pour rendre aussi ce que moi les Jeux m'ont apporté. Parce que je peux vous dire que quand on est au sein d'une équipe et qu'on accompagne les athlètes, là vous me voyez, je suis souriante, mais c'est pas tous les jours comme ça. On n'est pas facile. Donc il y a quand même énormément de gestion et de travail en fait quand on accompagne des athlètes. Donc on vit les Jeux, mais c'est beaucoup de pression quand même. Je pense que la pression est même plus forte quand on est accompagnateur que quand on est athlète. Parce que finalement, on doit penser à tout pour que l'athlète n'ait à penser à rien. On a beaucoup parlé de sport, mais il n'y a pas que le sport dans la vie. Vous êtes également engagé dans diverses causes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces actions et ce qui vous motive dans la vie? Moi, ce qui me motive il y a 2 choses qui me motivent dans la vie. Enfin 3, les Haribo, mais ça on va pas le dire. Mais sinon, il y a 2 autres choses qui me motivent dans la vie. C'est être heureuse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours animée. Quand je le dis comme ça, je sais, les gens disent « Ah, non ». En fait, ça m'a vraiment animée parce que quand j'ai appris que j'étais déficiente visuelle et albinos, moi, je pensais que je n'allais pas être heureuse. Donc, toute ma vie, je me suis dit « Il faut que tu fasses les choses pour vraiment être heureuse et fière de ce que tu es en train de faire ». Donc, il y a ça qui m'anime. Et il y a aussi vraiment cette idée de chacun mérite sa place au sein sur Terre. Et il faut faire en sorte que chacun se sente bien sur Terre. Ça, c'est vraiment, moi, quelque chose qui est important pour moi. Comment on y arrive, ça? Les deux, hein, être heureux et se sentir bien sur Terre. Être heureux, je pense qu'on met en place les choses qui nous rendent heureux, tout simplement. Et aussi, on accepte que notre chemin peut être différent de celui des autres. Ça, je pense que ça a été... Pendant un moment, je me suis dit, il faut que je fasse comme les autres, Et en fait, ça ne me correspondait pas. Et à partir du moment où j'ai été OK avec qui j'étais, j'ai été OK avec le fait que c'est pas parce que je prenais à gauche alors que l'autre prenait à droite qu'on n'allait pas se retrouver au même endroit au bout. Là, ça allait beaucoup mieux. Et puis après, pour la partie faire en sorte que chacun se sente bien, je pense qu'il faut communiquer sur tout ce qui est possible, sur le champ des possibles. Je pense qu'il faut aussi... communiquer et travailler aussi avec les bonnes personnes parce que je pense qu'on a tous quelque chose à apporter et l'idée c'est de faire une bonne recette de cuisine avec les bons ingrédients à la bonne quantité. Voilà. Et du coup quand on fait ça, la recette elle est très très bonne. Si on prend par exemple, je sais pas moi, une recette de cuisine où il y a que je sais pas moi, de l'eau, de l'huile et du sel, c'est bon. Ça va être fade. Mais c'est un peu fade. Si tu rajoutes un peu de poivre, un peu de coriandre, un peu de curry, là ta sauce elle prend plus de goût, elle prend plus de couleur, elle prend plus de vie, elle prend plus de corps.
Je vais la garder celle-là. Je viens de la sortir. L'événement du jour, c'est le forum Emploi Handicap. Quel conseil vous donneriez aux employeurs, peut-être certains sont dans la salle, pour justement favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail de manière générale? Je pense qu'il faut se poser des questions, mais pas trop. Il y en a des employeurs là dans la salle? Ouais, donc pas trop. Il faut se poser des questions, mais il faut se poser les bonnes questions. Alors là, je vous donne mon avis, hein. Je ne vous dis pas juste... c'est juste mon avis, après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais, et je pense aussi qu'il faut essayer, encore une fois, il faut oser. Il faut aussi prendre la personne en situation de handicap comme une personne, en fait, avec une particularité. Mais à la base, c'est une personne. C'est une personne qui a son histoire de vie, qui a son parcours, qui a ses compétences, qui a ses points améliorés, mais c'est une personne. Et à partir du moment où on la considère comme une personne, eh ben on va l'accompagner comme une personne avec ses besoins spécifiques. Je pense que ça, c'est important. Et je pense qu'il faut aussi avoir cette humilité-là de se dire, eh bien, je vais essayer, j'ai le droit de me tromper, mais je ne suis pas seule. Il y a d'autres entreprises qui peuvent m'accompagner, il y a des associations qui peuvent m'accompagner. La personne en situation de handicap est actrice et acteur de son parcours, donc m'accompagne aussi. Et quand on travaille tous ensemble en bonne intelligence, qu'on met la bonne dose dans notre recette de cuisine, eh bien, ça fonctionne très bien. En fait, c'est ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut recruter la bonne personne au bon endroit. Et quand on fait ça, bah, finalement, ça fonctionne. Et après, il peut y avoir des aménagements à faire, mais ça, c'est OK. S'il y a un besoin de mise à niveau à faire, c'est OK. S'il y a besoin d'aménager son poste, eh bien ça, c'est OK, en fait. Pour moi, ce n'est pas des choses insurmontables à partir du moment où on en a conscience et qu'on sait ce qu'il faut faire. Voilà. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul. C'est ça qui est important. Et vous avez le droit de vous tromper. Je ne sais pas qui a inventé le crayon à papier, mais ça, vous pourrez peut-être la réutiliser aussi. Mais en tout cas, on peut utiliser dans notre tête un crayon à papier et une gomme. Et quand ça fonctionne, on prend la gomme, on gomme et on réécrit par-dessus. Ça, on a le droit de le faire. On a le droit de le faire avec la personne concernée. En fait, il faut toujours faire avec la personne concernée. Je vous prends juste un exemple. Moi, je travaille donc à la mission handicap chez Malakoff Humanis. Et un jour, j'ai une recruteuse qui m'appelle et qui me dit « Oui, Nantena, tu vas être contente, j'ai eu le bon réflexe, j'ai recruté une personne. Je lui ai demandé si... j'ai recruté une personne. Sur son CV, il y a marqué qu'elle avait une RQTH. Donc, est-ce que tu peux lui commander un repose-pied parce qu'elle va en avoir besoin ?» Je lui dis « Ah, très bien, bravo. » Je lui dis « Mais tu as eu le bon réflexe parce que tu as vu RQTH, mais est-ce que tu as eu le réflexe de lui demander ce dont elle avait besoin ?» Elle dit « Non, mais t'inquiète pas, je sais. Elle a besoin d'un repose-pied. » Je lui dis « Ok, je lui fais confiance, c'est ma collègue. » Donc j'appelle la candidate qui arrive quelques jours après chez nous et je lui dis « Bon, bah, bonjour, félicitations déjà parce que vous entrez dans une super belle entreprise, Malakoff Humanis, et apparemment vous avez besoin d'un repose-pied. » Elle me dit « Non. » Je lui dis « Mais vous avez une RQTH ?» Elle me dit « Oui. » Je lui dis « Et du coup, vous avez besoin de quoi ?» Elle me dit « Mais en fait, je suis dyslexique. » Je lui dis « Mais ok. » Elle me dit « Je pense savoir pourquoi la personne que j'ai eue en face de moi a pensé ça. C'est que le jour où je suis venue à l'entretien, je boitais, mais parce que je m'étais fait une entorse la veille. » Donc tout ça pour vous dire que c'est hyper important de discuter avec la personne et de comprendre réellement ses besoins et pas de supposer ses besoins. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une méconnaissance globale du handicap Mais bien sûr. Bien sûr, parce que souvent, quand on voit RQTH, on se dit c'est un handicap. Et quand on dit handicap, on pense que c'est forcément quelque chose de visible. Et donc là, elle boitait. On a plein de personnes chez Malakoff Humanis qui ont des repose-pieds. Et elle s'est dit, une de plus. Non, en fait, non. Alors, elle a eu le bon réflexe quand même. Enfin, moi, je trouve ça intéressant quand même, la réaction qu'elle a eue. Mais oui, c'est parce qu'il y a une méconnaissance et parce que souvent aussi, on va s'imaginer des choses. Voilà. Alors que si on pose la question, on ne se trompe pas, en fait. Après, le repose-pied, il servira quand même. C'est toujours agréable. C'est toujours agréable, je suis d'accord. On a parlé de vos projets sportifs. Au-delà du sportif, c'est quoi les projets pour la suite pour vous ?
Au-delà de France Télé aussi, on a compris que... Moi, je sais pas, apparemment, j'ai pas très bien répondu à Nelson Montfort, donc je suis pas sûre qu'il me laisse sa place. Au-delà du... moi, j'ai une association au Mali pour les personnes, pour les enfants albinos, donc j'aimerais vraiment pouvoir y consacrer plus de temps. Et puis après, j'ai un métier qui me prend aussi du temps. Et puis après, le sport, il prend quand même beaucoup de place dans ma vie, donc même si c'est au-delà d'eux, il y aura toujours une partie de sport quand même. Ça va être concilié ces 3 pans, l'engagement associatif, le sportif et le travail. Il va falloir essayer. Ouais. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Dernière question avant que je cède la parole au public pour ces questions. Si vous pouviez changer une chose aujourd'hui dans la perception qu'on a du handicap dans la société, ce serait quoi? Une seule chose? Ou plusieurs, si vous voulez. Je dirais peut-être déjà la méconnaissance autour... Non, ouais, si. Une chose, je changerais le fait que quand une personne en situation de handicap arrive, eh bien, on ne lui mette en face que les choses qu'elle n'est pas en capacité de faire. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose à changer. On est en situation de handicap, on est en situation de handicap. Ce qui veut dire que ce mot situation, il est hyper important. Ça veut dire qu'on n'est pas handicapé H24. Moi, je suis en train de vous parler, j'ai pas besoin de vous voir. Je sais pas si on a dit que c'était... Ah oui, si. J'ai pas besoin de vous voir. J'ai pas besoin de vous voir pour vous parler. J'ai pas besoin de vous voir pour entrer en interaction avec vous. Là, je suis pas en situation de handicap. C'est sûr que demain, vous me dites, Nantenin, accompagne-moi à la gare en voiture. Là, peut-être qu'il y aura un petit souci. Enfin, je vous déconseille d'ailleurs de me le demander et de monter avec moi en voiture. Mais voilà, c'est pour vous dire que l'environnement peut ou ne peut mettre en situation de handicap une personne ou ne pas la mettre en situation de handicap. Vous prenez une personne timide, qui n'a pas de handicap, on va dire, avéré, vous la mettez à ma place, vous lui demandez de vous parler, là, vous la mettez dans un environnement handicapant. Donc, je pense que cette perception-là, je la changerais, de mettre la personne en situation de handicap face à ce qu'elle est en capacité de faire. Et ce qu'elle n'est pas en capacité de faire, lui dire ou l'accompagner pour qu'on trouve des solutions pour qu'elle soit en capacité de le faire. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pour moi serait pas mal. Et puis juste un autre truc, nous en France on dit situation de handicap, personne handicapée, enfin voilà, on a évolué un peu. Hein. Mais les anglo-saxons disent des personnes capables différemment. Et je trouve que ça change tout. On pourrait peut-être adopter ce terme. Ah, je vous la donne aussi. Merci. Bon, merci beaucoup Nantenin. En tout cas, je vais donner la parole au public. Je remercie en même temps Amandine et Laura qui font la traduction depuis tout à l'heure en langue des signes. Le public, si vous avez des questions, je vais vous passer le micro et puis vous pouvez poser vos questions à Nantenin. En fait, je voulais savoir si, parce qu'il y a aussi des entrepreneurs, est-ce que le problème aujourd'hui, c'est pas encore une histoire de tabou? Le handicap n'est pas un tabou, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas du mal à poser la question en disant mais est-ce que je ne vais pas la blesser en lui posant telle et telle question? Oui, je pense qu'il y a cette crainte-là autour de je veux pas la blesser, je veux pas être maladroite. Je pense qu'il y a cette crainte-là, mais vous n'avez pas besoin de savoir le handicap de la personne, vous n'avez pas besoin de rentrer dans sa vie. Vous avez juste besoin d'éléments qui lui permettent de vivre la même expérience que chacun. Et ça, cette question-là de est-ce que tu as besoin de quelque chose, comment je peux t'accompagner, vous pouvez la poser à tout le monde finalement, personne en situation de handicap ou pas. Après, libre à la personne de vous livrer ce dont elle a besoin ou pas. Donc je pense qu'il faut sortir de ce truc-là. Il ne faut pas projeter ses propres peurs, ses propres craintes sur la personne qui est en face. Et de se dire, moi je pose une question pour lui permettre de vivre la même expérience que moi, que nous, que voilà. Et après, elle me répond pas, c'est elle, et c'est OK si elle veut pas me répondre. Je pense que, voilà. Mais il y a encore effectivement ce tabou-là de je veux pas blesser. Mais il faut pas. Moi, je préfère quelqu'un qui me voit en difficulté, qui vient de me demander est-ce que vous avez besoin d'aide? Typiquement, quand je suis à la gare et que je dois chercher mon chemin, je préfère quelqu'un qui vient me demander si j'ai besoin d'aide plutôt que quelqu'un qui me regarde du coin de l'œil comme si j'étais... voilà. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de sensibilisation des entreprises envers donc, les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on le constate encore, à part des entreprises qui sont engagées sur ce type de forum ou comme l'événement du Duodé, par exemple, est-ce que on voit encore qu'il y a encore des entreprises qui ont du mal à faire le pas?
qu'est-ce que vous pourriez conseiller justement à ces entreprises en termes de sensibilisation? C'est-à-dire celles qui sont vraiment, alors je vais vulgariser un petit peu, mais qui préfèrent payer une amende parce qu'elle n'a pas embauché ces 6% de personnes en situation de handicap, plutôt que de justement rencontrer ces nouveaux talents. En fait, je pense qu'il faut il faut convaincre l'entreprise du bienfait finalement de recruter des personnes différentes dans son entreprise. Je pense que vraiment donner du sens au recrutement de personnes différentes, c'est important. Je pense qu'il faut aussi discuter avec elles parce que souvent, si on ne recrute pas, c'est qu'on ne sait pas assez et qu'on a des craintes et qu'on se dit, si j'embauche une personne en situation de handicap, 1, elle va être moins performante, 2, elle sera absente, 3, je vais devoir appeler le déménageur d'IKEA pour venir refaire tout mon bâtiment parce qu'il va falloir aménager des postes. Je pense que si on arrive vraiment à la rassurer sur ces craintes-là, elle va passer le pas. Après, je pense qu'il faut aussi... moi, je crois énormément à la force du témoignage. Si on fait intervenir des personnes qui viennent témoigner sur soit des entreprises qui sont à l'aise avec le sujet et qui ont mis des choses en place, je pense que ça fonctionne. Des personnes en situation de handicap qui réussissent aussi, ça fonctionne. Et même des personnes, des sportifs ou des sportives qui viennent en situation de handicap, bien entendu, mais qui viennent aussi parler de l'emploi et de la compétence de manière différente, je pense que ça peut convaincre. Bonjour. Je voulais juste faire une petite remarque parce que c'est quelque chose que les gens ignorent. Et j'ai découvert ça lors d'une animation à France Travail à côté de la gare de Poitiers. Il y avait un animateur, une trentaine d'années, qui a fait juste cette petite remarque. Et j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. Vous savez, monsieur le journaliste, que vous êtes handicapé? Qu'est-ce que vous avez sur le bout du nez? Voilà, enlevez-les. Si vous les enlevez, vous avez un handicap visuel. Voilà. En fait, il y a des millions de Français qui ignorent qu'ils sont handicapés. Vous avez plein de handicaps qui sont invisibles, et celui-ci est pourtant visible puisqu'il est au bout de notre nez. Mais les gens ne le savent pas. Voilà, c'était juste la petite remarque. Et cet animateur, quand il a dit ça, j'ai trouvé ça excellentissime. Voilà. C'est bon. Moi, j'ai une question. Moi, j'en ai 2. Je voulais savoir déjà, qu'est-ce qui vous a attiré à cette conférence? Parce que je trouve ça intéressant. Et aussi, qu'est-ce que vous retenez de nos échanges? Comme ça, je vous inclus dedans. Ouais, merci. Là, allez-y, bon courage. Allez. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je retiens surtout 2 choses. La première chose, tu as parlé de bonheur. Pour moi, le bonheur, il se partage, comme tu le disais. Sans partage, il n'y a pas possibilité d'avoir du bonheur dans le sport. Si on ne sait pas redonner ce que l'on a reçu, on n'est pas bon. Et deuxième chose, moi je suis ici parce que tout simplement, je suis professeur de judo. J'aimerais créer un cours de judo pour des gens comme handicapés. J'ai déjà eu la chance d'avoir eu un jeune comme ça et j'aimerais encore le retransmettre, tout simplement. Bravo. J'ai retenu aussi, un peu comme monsieur, la notion de partage, la notion de sensibilisation aussi. Ça fait que renforcer en fait mon cœur de métier, puisque j'accompagne, comme aujourd'hui, comme beaucoup de personnes, je suis à la recherche d'un nouveau poste, mais initialement j'accompagnais des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve dans cette situation-là. Donc c'est assez amusant aussi de voir un petit peu comment ça se passe quand on est de l'autre côté de la barrière, si on peut dire ça comme ça. Et justement, ce que je retiens aussi de ce que vous mettez en avant, c'est que les barrières, il faut les faire tomber. On a encore beaucoup de travail. Il y a des améliorations, il faut quand même le dire. Oui. Mais c'est vrai que la sensibilisation fait encore partie des actions majeures qu'on doit faire, enfin, du moins mettre en place. Et ce que j'aimerais savoir, c'est justement, est-ce qu'après cette conférence et ce forum, on peut continuer d'échanger avec vous sur votre parcours ou
ou même par le biais des clubs sportifs inclusifs, pour pouvoir le partager, le diffuser et vous refaire intervenir. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, sinon c'est pas intéressant. Alors, les clubs inclusifs, vous pouvez passer par le Comité paralympique et sportif français. C'est vraiment eux qui gèrent cette partie-là. Et pour moi, intervenir, il n'y a pas de problème. Il faut juste que ça tombe OK avec mon agenda. Voilà. Je serais ravie de discuter encore des heures avec vous. Ah bah merci. Là, j'ai juste un train à prendre, mais la prochaine fois... Oui, d'ailleurs, il ne faut pas qu'on loupe l'horaire. Quelle heure le train ? Il est à 15h40. Peut-être une dernière réaction. Encore 5-10 minutes d'échange. Oui, madame. Madame et madame. Moi, ce que je retiens dans votre discours, c'est qu'il faut changer le mot handicap. Et ça fait du bien de l'entendre, parce que je pense que chaque personne est différente, simplement. Mais on a tous une valeur, on a tous des défauts et on a tous des qualités. Et ça fait du bien de l'entendre. Et moi, c'est mon grand combat, qui suis d'une personne différente, qui n'est pas née comme ça non plus, donc c'est aussi différent. Mais ça fait du bien et j'espère qu'un jour ça changera et que le nom changera aussi. Ça ferait du bien. Je pense que ça va évoluer. Déjà, on a évolué de personnes handicapées à personnes en situation de handicap en fonction des contextes. Et je pense que la société va nous obliger à évoluer parce que déjà, je trouve que la génération actuelle là, s'intéresse de plus en plus à ces sujets-là et porte aussi beaucoup d'importance à ces valeurs-là, à ce que chacun aussi mette en avant sa singularité, tout ça. Donc je pense qu'on va avancer. Est-ce qu'on sera encore en vie pour le voir ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les choses avancent et elles avancent dans le bon sens. Donc ça, c'est quand même quelque chose à retenir. Moi, je vois, même s'il y a encore beaucoup de problématiques aujourd'hui, les personnes qui sont scolarisées aujourd'hui ont un accompagnement quand même beaucoup plus fourni que moi à mon époque. Donc ça avance. Même si, je suis d'accord avec vous, tout n'est pas parfait. Oui, et heureusement, sinon ce ne serait pas marrant non plus. Et dans votre entreprise, vous êtes chargé de recrutement justement que pour les personnes à difficulté ou toute personne ? Alors moi, je ne fais pas du recrutement. Moi, j'accompagne les recruteurs dans la sensibilisation, les managers dans la sensibilisation et dans la gestion de collègues qui seraient en situation de handicap et avec lesquels il y aurait une problématique, donc quelque chose à compenser. Et puis après, moi, j'accompagne les personnes en situation de handicap à faire en sorte que leur handicap ne soit pas un frein dans leur activité professionnelle. Donc, que ce soit tout type d'aménagement ou de la sensibilisation s'il y a des incompréhensions dans l'équipe. Et puis, je travaille aussi avec les associations qui sont partenaires de Malakoff Humanis pour justement favoriser l'égalité des chances et l'inclusion de toute forme de diversité au sein de Malakoff Humanis. Donc c'est vrai que dans la diversité, on va parler des personnes en situation de handicap, mais on parle aussi des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville. J'ai plein d'autres formes de diversité sur lesquelles j'aimerais aller, mais on va y aller pas à pas. Donc voilà. Donc moi, c'était pas spécialement une question. Donc moi, je suis formatrice pour Initiative Formation. J'anime donc l'Inclus Pro. Donc là, justement, on retravaille le projet professionnel pour les personnes qui ont eu des handicaps souvent acquis par le travail. Donc, ce qui serait pas mal, ce serait aussi de développer les possibilités déjà d'aménagement de poste, que les gens soient un peu plus sensibilisés, parce que des fois, on peut prévenir certaines maladies, certains handicaps qui sont lourds à porter. Quand vous avez des personnes qui ont à peine 40 ans, qui ont du mal à reprendre un handicap, alors que il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Alors ça nécessite un investissement de départ, mais il y a des possibilités pour aménager les postes, pour prévenir les handicaps. Et aussi, faut pas là, sur tout ce qu'on travaille, ils voient aussi ce qu'ils sont capables de faire ou de ne pas faire. Et du coup, ils savent ce dont ils ont besoin. Comme elle disait tout à l'heure, dans un entretien, ils sont capables de dire « je sais comment aménager mon poste, mon temps de travail, je sais ce dont j'ai besoin ». Donc je pense que c'est une formule qui est très importante, de savoir aussi ce dont on a besoin pour pouvoir continuer d'évoluer et trouver un emploi et avoir quelque chose qui nous plaît.
Voilà. En tout cas, merci pour votre intervention. La force du témoignage, j'y crois beaucoup aussi. Merci. C'est super intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que la prévention, c'est aussi quelque chose d'hyper important pour les entreprises. Et puis souvent, quand on prévient ou quand on aménage un poste pour une personne en situation de handicap, finalement, on se rend compte que ça sert à tout le monde. Nous, on a eu le cas dans une autre entreprise où justement, il y avait une personne qui avait besoin d'un fauteuil ergonomique, mais un fauteuil assez particulier parce que c'était vraiment en lien avec son poste de travail, avec les activités qu'elle faisait au quotidien. Et l'équipe s'est dit, pourquoi pas équiper tout le service avec ce fauteuil-là. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui avaient mal au dos. Donc, potentiellement, on prévient toutes ces maladies qui sont en lien avec les problèmes de dos. Donc, la prévention, c'est hyper, méga important. Voilà. Merci, Antonin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aux organisateurs de ce forum emploi handicap qui va se poursuivre par le job dating. Vous allez pouvoir retourner dans le hall et puis accéder aux étages. Et puis bon retour, bon voyage. Merci à tous.